Bonjour à tous et merci de votre fidélité à cette émission de Web TV avec la communauté de communes Thiers d'Or Montagne. Merci à tous nos interlocuteurs autour de ces différents programmes de mois en mois, d'année en année. Merci beaucoup Tony Bernard, président de TDM. Merci de votre confiance à travers ces lives, ces émissions. En direct. En direct, voilà, je sais que vous n'aimez pas trop les acronymes et les anglicismes. On va parler aujourd'hui cadre de vie. Cadre de vie, c'est quelque chose de très important parce qu'on choisit son territoire, on choisit parfois sa ville, son village, en fonction du cadre de vie. Et le cadre de vie, c'est pas anodin et ce sont pas uniquement deux mots, il y a cadre, il y a vie, d'accord, mais derrière se cachent, ou plutôt existent, les questions liées au logement, à la mobilité, au commerce, aux services, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est d'autant plus important que l'interco que vous représentez, Tony Bernard, est une interco qui se base essentiellement, et vous nous l'avez souvent dit dans ces émissions, sur les notions de service et de proximité. Et là, on est vraiment au cœur du sujet. C'est la qualité de vie. On parle de cadre de vie, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cadre ? Est-ce qu'on est dans une dimension de recherche de qualité ou est-ce que c'est on subit Est-ce que, autrement dit, ce cadre de vie permet la joie de vivre ? Et ça dépend d'abord du regard qu'on porte. Est-ce qu'on est toutes et tous en capacité de s'émerveiller ? Et ça, on peut s'émerveiller presque partout. Est-ce que c'est une problématique à laquelle les élus sont vraiment attachés, ou est-ce que ce sont les populations qui vous renvoient la nécessité de travailler ces questions ? Alors, il faut rappeler ce que c'est que d'être élu. La fonction d'élu est une fonction de représentation. On est censé écouter les besoins exprimés par les citoyennes et les citoyens et les traduire en politique publique selon l'intensité d'intérêt général que ces besoins contiennent et selon aussi les moyens disponibles. Et donc ça veut dire aujourd'hui que le cadre de vie devient une préoccupation essentielle des populations, donc des élus. Oui, pour la raison que plus on est dans un cadre épanouissant, plus on va avoir envie de développer des projets, envie de s'intéresser aux autres. Donc oui, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Puis que les territoires ont à peu près tous compris ça. Donc à nous de ne pas être à la ramasse, au contraire, de valoriser ce qui est déjà bien et beau chez nous, et puis de l'améliorer parce qu'on a beaucoup d'atouts et de capacités. Je pense notamment à l'ingénierie publique. Vous savez, il y a deux catégories d'acteurs. Il y a les acteurs privés qui jouent un rôle essentiel et il y a les acteurs publics. On n'est pas dans la même logique. Mais on vit tous sur le même territoire et on a vocation à être complémentaires. On parle logement dans un instant avec nos deux premiers invités, mais un point lié à ce que vous venez de dire, Tony Bernard, toutes les communes, tous les territoires ont compris cette problématique, sauf que tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Donc c'est là effectivement qu'il y a la fameuse solidarité ou péréquation financière entre les territoires grâce à une communauté de communes. C'est la raison d'être. Les EPCI, établissements publics de coopération intercommunale, là c'est un acronyme mais il faut l'expliquer parce qu'on l'évoque souvent. Les communautés de communes, d'agglomération, communautés urbaines, les métropoles ont vocation à être dans une dimension solidaire. Notamment en partageant la compétence liée au développement économique. Le développement économique crée de la richesse grâce aux salariés, grâce aux capitaux investis, grâce aux services publics. Et tout ça, a vocation à être partagé sur un territoire. Parmi ce partage, la question du logement et l'accompagnement justement à la rénovation du logement ou à l'accessibilité au logement. On en parle avec nos deux premiers invités, Jennifer Guéry du service Habitat de Thiers d'Or Montagne, TDM, et puis à vos côtés, nous aurons également le témoignage, et je l'en remercie, de Paul Bucco. Il nous dira pourquoi tout à l'heure, voilà, on le fait intervenir. C'est un outil. Votre service, en fait, Jennifer, est un outil au service du logement ici sur le territoire. Racontez-nous à quoi correspond cet outil. Bonjour. Oui, effectivement, donc dans cette politique
d'amélioration de cadre de vie. On prend amplement le sujet de l'habitat et l'idée étant d'impulser des bons comportements pour améliorer son logement. Alors ça veut dire quoi ? C'est l'énergie, c'est donc l'isolation, c'est l'attractivité, enfin au sens où l'esthétique, on peut faire du ravalement de façade, des choses comme ça. C'est quoi ? Un peu tout ça. En fait, il faut améliorer le logement selon en fait les besoins de ses occupants. Donc ça peut être divers. Effectivement, on va parler beaucoup d'énergie, de rénovation énergétique. On vient de vivre un hiver compliqué et encore là, au moment où on enregistre cette émission, on est au mois de juin et c'est pas les grandes chaleurs, hein. À part dans ce studio. Ça, c'est autre chose. Mais oui, effectivement, après, selon les besoins des occupants, ça peut être aussi un problème de mobilité, dû à l'âge, dû à un accident, et donc une perte de mobilité. Et on a aussi des contraintes liées à nos bâtiments, tant tels, aux maisons, aux immeubles, dans des centres-bourgs anciens. Donc il faut faire du cas par cas finalement. Alors ça c'est la rénovation des logements et qui concourt justement à ce dont parlait Tony Bernard tout à l'heure, c'est-à-dire l'embellissement aussi du cadre de vie. Est-ce que il y a de plus en plus de programmes qui sont lancés avec les outils qui sont à votre disposition ? Alors sur Terre d'Or et Montagne, l'ensemble des 30 communes sont couvertes par un programme d'amélioration de l'habitat. Là, les dernières conventions, les dernières opérations ont été lancées il y a peu de temps et durent jusqu'en 2027. Donc l'ensemble des communes sont concernées. Et ce sont des aides qui ressemblent à quoi ? Peut-être pas des chiffres, mais ça sert à faire quoi exactement ces aides ? Déjà être accompagné dans cette démarche, puisque donc les usagers auront des besoins, peut-être pas très bien identifiés par eux-mêmes dès le départ, mais c'est à nous de les aider en fait à construire leur projet dans un premier temps et ensuite à bien les orienter. Savoir à qui s'adresser aussi, oui, pour trouver les fameuses subventions, primes rénov' et les choses liées au logement. Oui, alors pour les aides financières, et on est aussi un support pour eux, une canne, puisqu'on va les aider dans toutes ces démarches administratives qui parfois peuvent être un peu lourdes et faire peur. Mais une fois qu'on a identifié les besoins et les capacités aussi des usagers, leurs capacités financières, on va pouvoir les aider, les accompagner sur un projet qui sera viable et qui les mettront pas en difficulté. Et parfois, quand on veut bénéficier de primes rénov' ou d'autres subventions, sincèrement, il faut pas attendre d'avoir une canne, physiquement parlant, pour bénéficier de votre accompagnement, hein. C'est parfois très compliqué. Pourquoi c'est si compliqué ? Parce que c'est l'argent public. L'argent public, on ne le distribue pas sans contrôle, sans pouvoir rendre des comptes. Et puis, parce que souvent, il y a un manque d'anticipation. Vous venez de le dire, c'est comme un départ en retraite, des choses comme ça s'anticipe. Un logement, ça se dégrade beaucoup plus vite qu'on l'imagine. Un immeuble, une maison d'habitation. Et quand on commence à voir les désordres, il est souvent déjà un peu trop tard. Donc l'ingénierie qu'apporte la collectivité, le regard des techniciennes et des techniciens, eh bien, c'est de permettre à celles et ceux qui sont locataires ou propriétaires de détecter et de trouver les bonnes réponses. Et plus on intervient en amont, moins c'est coûteux. Eh bien, c'est précisément ce qu'on va demander à Paul Bucco. Et puis après, on reviendra vers vous, Jennifer Guéry, sur la question de l'insalubrité, parce qu'il y a aussi parfois des choses liées à l'insalubrité dont il faut se préoccuper et anticiper avant que ce ne soit trop grave ou dangereux. Merci, monsieur, d'être avec nous. Vous avez bénéficié de l'accompagnement, du soutien du service de Jennifer Guéry et de ses collaborateurs ? Oui, en effet. Ça a commencé, je crois, il y a 1 an et demi, entre le moment où moi je suis arrivé dans le haut de tiers, dans un vieux logement, donc des vieilles fenêtres pas isolées, des murs également assez fins. Et comme j'avais connaissance des dispositifs d'aide, j'ai vu que comme conseiller, et il y a tellement de dispositifs que je me suis tourné vers le service de Jennifer. Voilà, pour avoir effectivement un bon plan d'action en vue d'avoir cette rénovation. Vous, c'était une rénovation énergétique ?
Oui, qui est passé par 3 leviers, à la fois un changement de chaudière, c'était une très vieille chaudière, aujourd'hui elles sont beaucoup plus performantes, les menuiseries, du coup les vitres en double vitrage, et également de l'isolation des cloisons qui étaient trop fines, donc qui l'hiver ne filtraient pas vraiment le froid. Alors, qu'est-ce qui a été appréciable dans cet accompagnement avec le service que représente Madame ? Il y a 2 choses. La première, c'est qu'on peut s'y perdre parce qu'entre eux, il y a beaucoup de pubs sur l'isolation à 1 euro, la prime rénov, l'ANA, les contrats d'économie d'énergie, les CE. Bon, on s'y perd, donc déjà, moi, ça permet de mettre ça au clair. On s'y perd et on peut se faire arnaquer aussi. Hein. Je crois qu'il faut être très franc et il faut le dire. Il faut faire attention aussi à ça. Donc, un regard avisé de professionnels pour aller vers la bonne direction. Ça, c'était la première chose. Et la seconde ? Et la deuxième, et je vous en remercie, c'est le suivi sur le long terme parce que entre les étapes de constituer le dossier, faire venir les artisans, analyser les devis, ça prend beaucoup de temps. Et des fois, vous savez, dans les vies professionnelles, avec des enfants, on a des fois d'autres choses à faire que traiter ça. Et le fait d'avoir quelqu'un qui des fois prend des nouvelles, savoir où on en est, si on n'a rien oublié, ça sécurise et ça fait qu'on avance en restant dans les clous. Bel ambassadeur, Monsieur Bucco. Il n'y a plus rien à dire, hein. On va juste le remercier. Merci beaucoup, Paul Bucco. Reprenez le micro encore quelques instants, Jennifer Guéry. Je disais que dans ce plan appelé Programme local de l'habitat, qui a été donc décidé et soutenu par l'ensemble des communes du territoire de la communauté de communes Tiers d'Or Montagne, il y a aussi la question de la lutte contre l'insalubrité. Alors moi je vous pose la question à l'un et à l'une, mais on va commencer par le président parce qu'elle serait peut-être mal à l'aise de répondre à cette question. Vous êtes concerné par l'insalubrité ? Bien sûr, toutes les villes de France sont concernées, donc on n'a pas à avoir honte exagérément, ni faire cocorico. La question c'est qu'est-ce qu'on fait face à ça ? On a décidé de mettre en place à la fois l'accompagnement pour les gens qui ont envie de faire, et puis il y a aussi un petit peu la sanction. Sur un certain nombre de communes, notamment les hypercentres, qui le disent que vous. Hein. On a voulu mettre en place ce qu'on appelle l'autorisation préalable à la mise en location. En mode raccourci, on appelle ça un permis de louer. À condition qu'il n'y ait plus justement la dénomination de l'insalubrité. Voilà. Donc il faut résorber l'insalubrité, là aussi les services accompagnent, mais il y a un moment une question de dignité des personnes qui vivent dedans. Là on parle de propriétaires bailleurs, hein, qui exploitent à la fois, qui font pas les travaux correctement, faut le dire, et qui exploitent des gens qui ont du mal à trouver un logement, et qui prennent ces logements-là parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y a personne qui se lève le matin en disant super, je vais aller vivre dans un logement insalubre. Simplement, c'est qu'est-ce qu'on fait à la fois pour contraindre ceux qui vivent bien de la misère des autres, et puis en même temps trouver des solutions, parce que les financements qui existent sont là pour permettre à des gens d'être bien logés. Alors, ça c'est le volet politique. Et puis, j'aurais rajouté qu'il y a aussi de très bons propriétaires bailleurs. C'est bien. Voilà. Aussi là, il faut les encourager. C'est bien aussi de le dire. Une fois que le politique a fait son job, vous faites comment derrière ? Alors, effectivement. Vous prenez le relais de quelle manière ? Donc, chaque propriétaire qui met en location son bien à titre de résidence principale doit faire des démarches pour demander une autorisation de mettre en location auprès de la collectivité. On reçoit la demande et on veut et on fait des visites des logements pour nous rendre compte des... C'est vous qui le faites ? Oui, c'est en interne, oui, tout à fait. Et ça nous permet, alors, au-delà de ce que vont nous dire les diagnostics techniques des logements que nous remettent les propriétaires, on va avoir un sentiment quand on va arriver dans le logement. Est-ce qu'on s'y sent bien ? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer ? Un peu de rafraîchissement. Et là, on n'est pas sur l'IA, hein, on n'est pas sur l'intelligence artificielle, on est sur le ressenti humain. Complètement. C'est pas mal. Et alors, effectivement, il y a aussi beaucoup de propriétaires qui veulent bien faire, mais qui parfois, par méconnaissance de la réglementation, n'auront pas fait certains travaux. Donc on va être là comme conseil pour améliorer le logement, pour qu'il soit décent vis-à-vis de la réglementation. Et puis, effectivement, on peut aussi les orienter vers des aides financières pour pouvoir les aider également. Et après, il y a aussi, c'est aussi un outil qui nous permet d'aller chercher ces propriétaires malveillants et donc de les sanctionner si on doit aller jusque-là. C'est pas nous qui sanctionnons. Les sanctions viennent de l'autorité administrative, c'est-à-dire du préfet. Il faut le dire. Voilà. Mais vous déclenchez un certain nombre de choses
dans l'intérêt, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, de la dignité des personnes qui ensuite vont vivre dans des logements. Merci beaucoup, madame. Merci monsieur, d'avoir été avec nous. Vous pouvez déposer le micro ici. On parlait logement à l'instant dans le cadre de cette émission autour du cadre de vie. On va parler de quelque chose de très important qui concerne la dynamique, le dynamisme des centres-bourgs. J'appelle deux nouveaux invités, Sophie Delègue et Cécile Quadrini, à me rejoindre. Mettez-vous ici, Sophie. Voilà, attention au micro. Voilà, non, aux caméras. Voilà, ça y est, vous êtes passé, c'est bon. Cécile Quadrini, merci. Vous avez ouvert, on y revient dans un instant, une librairie qui s'appelle La Linotte à Courpierre, donc dans le territoire, sur le territoire de Thiers-d'Or et Montagne. Sophie Delègue, on vous a déjà eu ici dans cette émission. Merci à nouveau d'être présente. Vous êtes vice-présidente déléguée au commerce. La dynamique de ce territoire. Où est le micro ? C'est Tony qui le cache. La dynamique, elle existe, on le sait. Moi, à force de faire ces émissions, j'en suis convaincu, un véritable ambassadeur. Mais essayez de convaincre celles et ceux qui nous regardent comment se provoque, j'ai envie de dire ça comme ça, comment se provoque la dynamique d'un territoire comme le vôtre ? Alors, merci déjà de prendre ce sujet à cœur. Nous, à TDM, on a à cœur l'attractivité du territoire et le dynamisme du territoire. Et ça se passe aussi dans les centres-bourgs, surtout dans les centres-bourgs, centres-villes. Et quand on voit les gens qui déambulent dans la ville et qui cherchent leur chemin, on aime bien entamer une petite discussion avec eux pour savoir. Vous le faites vous-même ? Ah oui, je traîne mes galoches, comme on dit, dans les rues, effectivement, et prendre contact avec les gens. Il n'y a que comme ça. Alors comme vous ressentez quoi ? On en revient encore comme disait Tony tout à l'heure. Je sais plus où est passé l'invité là qu'on avait tout à l'heure. Oui, elle se cache derrière un monsieur qui est beaucoup plus grand qu'elle. Voilà, Jennifer. Donc c'est exactement ce qui a été dit tout à l'heure, le ressenti humain. Le ressenti humain, il est important. Ne me parlez pas d'ordinateur, ne me parlez pas de choses comme ça. Non, c'est vraiment le ressenti. L'humain est primordial dans un territoire. L'attractivité d'un bourg ne peut pas se faire s'il n'y a pas le côté humain. L'attractivité d'un bourg, le dynamisme, ça passe par le maintien des activités, ça passe par le développement des activités. Et là-dessus, vous, en tant qu'élu, vous avez des leviers d'action. On a des leviers d'action, mais déjà, il faut, comme disait Tony tout à l'heure, effectivement, voilà. Comme disait Tony tout à l'heure, il y a un constat, et des fois, la plupart du temps, c'est trop tard. Je vois pour les reprises. Les reprises, les gens qui partent à la retraite et qui ont un commerce, depuis 50 ans, ils exercent dans la même boutique, avec le même matériel, ils n'ont pas conscience de demain. Et le demain, il vient très très vite. Et reprendre une activité comme surtout les métiers de bouche, où c'est de plus en plus compliqué pour les petits centres de garder, de maintenir tout ce qui est aussi culturel. Les librairies, on n'en a pas tant que ça, nous, sur le territoire. Et c'est pourtant hyper important, parce que le contact, la culture, c'est ça l'attractivité. Il faut un mélange de tout. Il faut du logement, il faut de la mobilité, il faut des commerces, il faut des services. Comment vous travaillez sur la reprise, la reprise d'entreprise, et puis il y a aussi la question de la modernisation. Alors la modernisation et le matériel, tout ça, ça a un coût énorme, et c'est ce qui fait que les jeunes repreneurs ont du mal. Parce qu'ils ne sont pas énormément suivis, ils arrivent sur le marché du travail, ils n'ont pas de biens. Donc TDM va être la caution bancaire ? Non, on a des leviers sur les cautions bancaires. TDM, nous, on fait carrément des subventions. Ah oui, c'est mieux que d'aller à la banque et de dire, il y a monsieur Bernard qui m'a dit qu'il serait là. Tout à fait. Voilà. Donc pour les centres-bourgs uniquement, on a effectivement des subventions. Des subventions qui se montent à 30% pour des métiers classiques comme la librairie. 30% de quoi ? De leur recharge de travaux. Très bien. Voilà. Et ça peut être de l'équipement. Ça peut être de l'équipement, du matériel professionnel, ça peut être la réfection sur les bâtiments, ça peut être plein de choses. Et après, sur les métiers de bouche, nous, avec Tony, on a tenu à ce qu'il y ait un petit peu plus, puisque c'est vraiment la difficulté de ce qu'on peut avoir en ce moment, c'est les métiers de bouche ont 40%. C'est énorme, ce dont vous êtes en train de parler. Oui. Tony, Bernard, reprenez le micro quelques instants. Ce dont parle Sophie Delègue à l'instant vous a amené et m'amène moi à dire à l'ensemble des gens qui nous écoutent et nous regardent qu'il y a des équipements, des exemples très concrets. L'épicerie multiservice de Paladuc, les restaurants de Sainte-Agathe et de Sermentison, la station-service de Chabreloche, très, très important, une station-service.
On viendra à la librairie de Courpierre dans un instant. Là, on est au cœur d'une dynamique, peut-être pas que de centre-bourg, mais d'une dynamique politique. Les derniers équipements que vous venez de citer sont des équipements pour lesquels les investissements ont été en totalité portés par la collectivité. Ce qu'évoquait à l'instant Sophie Delègue, c'est les coups de pouce. Non négligeable, 30%, 40%, c'est un bel effet levier. Enfin, 30% de 50 000, ça fait de l'argent, voilà. Ça fait une belle somme. Tout à l'heure, on évoquait les acteurs privés, les acteurs publics. Sur le commerce de proximité, le commerce de centre-ville, de centre-bourg, on est presque entre les deux. Il y a une dimension de service au public, on est presque dans le service public. C'est-à-dire que le maintien de ces commerces en centre-ville, en centre-bourg, est hautement d'intérêt général. Plutôt que d'avoir alors en plus avec des liens avec les déplacements. Hein. Si on oblige tout le monde à faire 20 ou 30 km pour trouver la première épicerie, la première baguette de pain, on est en train de détricoter un territoire. L'inverse, c'est de relocaliser, de maintenir des activités dans le centre-ville et les centres-bourgs pour que celles et ceux qui veulent y habiter, y trouvent un intérêt. Donc, on sait bien qu'aujourd'hui, le modèle, depuis 50 ans, a quand même fait que les consommateurs ont migré vers la grande distribution, au détriment de ces centres-villes et de ces centres-bourgs. 50 ans plus tard, on y revient. Oui, on aide. On aide. Voilà. Parce que les catastrophes dans les centres-villes et les centres-bourgs sont énormes. Et puis les conséquences sont énormes. Je m'adresse là à l'élu que vous êtes directement. Les entrées de ville sont pas forcément très belles. Là, on est parti sur l'urbanisme et l'esthétique. Voilà, on fera une émission sur l'urbanisme un jour, Karine Méchin. Déjà, faire en sorte qu'il y ait de la vie et qu'il y ait des boutiques qui soient ouvertes, il y ait des gens dedans. Alors, quand je dis on est à la limite public-privé, c'est ce qui justifie des aides avec des taux importants et ce qui justifie parfois que les murs soient portés par les collectivités avec dedans un commerçant, un artisan qui est locataire à un tarif qui correspond à une activité dont les taux de rentabilité, c'est pas ceux de, je peux donner l'exemple, mais de grandes enseignes de la grande distribution. Repassez votre micro, s'il vous plaît, Tony, à Sophie Delègue. Présentez-nous, Sophie, s'il vous plaît, la personne qui va prendre la parole. Vous la connaissez bien, forcément. Obligatoirement, des petites boutiques comme ça, il faut les mettre en avant, il faut les aider, il faut les soutenir. Et elle a une petite librairie, elle en parlera bien mieux que moi. Hein. Mais une petite librairie, c'est tellement important dans une petite ville. Important. Et vous avez été séduit au pluriel au niveau des élus pour soutenir la librairie La Linotte et donc Cécile Quadrini. Merci Cécile d'être avec nous. Une librairie à Courpierre avec une spécificité dans les livres qu'on va pouvoir venir acheter. Non, pas de spécificité parce que justement en milieu rural, plus on est général, plus on touche du monde. Donc moi j'ai une librairie généraliste qui propose également un petit peu de jeux, de loisirs créatifs et de papeterie. Mais en termes de livres, c'est vraiment un panel très large, une proposition large. Pourquoi cette idée, Cécile, à l'heure, allez, je suis provocateur volontairement, mais vous l'attendez ma question et on vous l'a posée. Je suis sûr que les élus vous l'ont posée avant même d'appuyer sur le bouton. De l'aide, je veux dire. À l'heure d'Internet, vous êtes un petit peu kamikaze, non ? Alors, j'ai beaucoup entendu effectivement cette question. Alors non, en fait, pas du tout. Parce que justement, quand on vit en milieu rural, et moi donc je vis dans la région depuis 10 ans, on se rend compte à quel point c'est important pour les gens d'avoir des commerces de proximité. Et à quel point justement on ajoute à la qualité de vie, et ça c'est moi quelque chose, donc j'ai ouvert il y a un peu plus de 3 mois, c'est quelque chose que j'expérimente au quotidien. Ça veut dire que quelqu'un peut-être qui vient chez vous ne vient pas uniquement pour acheter un livre, mais peut-être simplement pour vous parler. C'est exactement ça. On crée du lien social, on crée un tissu, on vient fédérer tout un tas de choses, et les gens ne viennent pas chez nous parce que, oui, on peut aller chez Amazon, pour pas les citer, je ne sais pas si j'ai le droit, pardon. Si. Voilà, ça vous regarde, hein. Voilà. Si vous voulez amener vous-même la concurrence, ça vous regarde. Non, c'est moi qui concurrence Amazon. Ça, c'est bien dit, ça. Bravo. Non, mais voilà, blague à part. Donc les gens viennent chez vous pour discuter. Pour discuter, parce qu'effectivement, on n'échange pas avec un libraire comme on échange avec un écran, pour avoir du conseil,
pour pouvoir feuilleter les livres, pour pouvoir être justement dans le lieu, parce que le lieu en lui-même est déjà un cadre de vie finalement. Parlez-nous, alors on voit des images pendant que vous parlez, on voit des images de votre librairie, mais expliquez-nous aussi comment TDM vous a accompagné, vous a aidé. Et bien justement, j'ai bénéficié de cette fameuse subvention à 30% pour les travaux et l'investissement, et c'est sûr que ça a joué beaucoup dans ma décision et dans la facilité que j'ai eue à ouvrir cette librairie, parce que 30% ça m'a permis par exemple de rénover une pièce à l'arrière de la librairie dans laquelle je vais pouvoir faire des ateliers, ce genre de choses. Donc des ateliers lecture, écriture, loisirs. Faire venir aussi des auteurs. Absolument, c'est un projet. Faire des émissions comme celle-ci. Pourquoi pas. Président, pourquoi pas un jour. Avec plaisir. Voilà. Une question qui peut paraître anodine, mais dont la réponse témoigne de plein de choses. Il y a l'accompagnement financier. Mais le fait de se sentir soutenu, ça, je pense que ça n'a pas de prix. C'est certain. Et on ne se lance pas de la même manière en se sentant épaulé et soutenu et accompagné que si on est jeté en pâture. Parce que c'est un challenge d'ouvrir un commerce, quel qu'il soit. Une librairie, peut-être encore plus, parce que on se dit il faut quand même créer l'envie chez les gens d'acheter des livres. Et si on se lance sans avoir un minimum d'accompagnement et de soutien, on s'épuise en fait. Donc, et puis vous vous sentez utile au territoire. Tout à fait. C'est exactement ça, c'est extrêmement gratifiant au quotidien en réalité, de voir à quel point on apporte aux gens, aux clients, et le retour, la bienveillance qu'on reçoit en retour et la reconnaissance en fait tout simplement, ça n'a pas de prix et c'est un encouragement au quotidien. Sophie Delègue, c'est très important ce qu'elle vient de dire. C'est super important, c'est ça le petit commerce. C'est ça que les gens recherchent et c'est ça qu'il faut qu'on garde. Merci beaucoup Sophie, vous revenez quand vous voulez, vous gérez ça avec Karine Méchin et le président, mais on va faire donc une émission dans les locaux de Cécile, donc on en profitera pour tous aller à la librairie La Linotte à Courpierre. Merci beaucoup Cécile. On continue, on continue notre émission. Je vais appeler les prochains invités, je vais demander à Émilie Grill, à Maxime Gaillard et à Robin Lamarque de nous rejoindre. Émilie et Maxime peuvent se mettre ici, Robin à côté du président, mais je voudrais votre réaction parce que je sais, Tony, Bernard, que vous êtes un humaniste, on l'a souvent dit dans cette émission. Moi j'imagine qu'en tant qu'élu vous devez être très heureux d'avoir entendu ce qu'on vient d'entendre là. Oui, alors globalement cette démarche, je crois qu'il faut la comprendre dans son sens le plus large. C'est le soin, vous parliez d'humanisme tout à l'heure, qu'on apporte aux autres et à ceux qui arrivent sur le territoire, soit en tant qu'habitants, simplement l'accueil des nouveaux habitants et l'accueil des porteurs de projets. C'est une politique qui a été impulsée au-delà même de Thiers-d'Or-et-Montagne. Je voudrais quand même rendre hommage au parc naturel régional Livradois-Forez. Parce que la politique d'accueil, ça fait 20 ans que le parc y travaille, en lien avec les communautés de communes, pour faire en sorte que les porteurs de projets soient considérés, respectés, et qu'on puisse le plus possible les accompagner dans leur démarche. Donc ça, c'est un peu une ADN d'un territoire qui a compris que cette politique d'accueil, c'était aussi un atout pour conserver et regagner de la population. On a besoin de s'enrichir de nouveaux habitants. Donc on a plein de logements encore qui peuvent accueillir des habitants et des habitants porteurs de projets. Nous sommes sur Internet, ici, depuis le siège de la communauté de communes Thiers-d'Or-Montagne pour parler du cadre de vie. Le cadre de vie, quelque chose qui est très important pour chacun de nous, quelles que soient nos situations professionnelles, nos situations sociales, nos âges, notre rapport au territoire ou ce que l'on veut vivre sur ce territoire. Le cadre de vie qui dépend beaucoup du logement, qui dépend beaucoup des commerces, des services, du dynamisme et de plus en plus aujourd'hui de mobilité. Je ne suis pas certain que j'aurais fait cette introduction il y a 5-6 ans. On n'en parlait pas autant de mobilité. Aujourd'hui,
Émilie, vous semblez dire que j'ai raison. En tout cas, vous n'allez pas à l'encontre de mon propos. On parle de plus en plus de mobilité. Je vous présente en un instant et vous me dites ensuite pourquoi on parle de plus en plus de mobilité. Émilie Grill, qui est du SMTUT, responsable de projet mobilité active et partagée. À vos côtés, Maxime Gaillard, SMTUT aussi, animateur des plans de mobilité employeur. Syndicat mixte des transports urbains Thiernois. Merci. J'ai besoin d'un stagiaire des fois en émission, moi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Pourquoi parle-t-on autant de mobilité ? On parle mobilité puisque c'est peut-être aussi une invitation au voyage et à découvrir son territoire. Et la principale évolution, c'est qu'auparavant, on parlait de transport. Et la loi d'orientation des mobilités qui a été promulguée en 2019 porte vraiment l'intitulé des mobilités. Et donc le syndicat finalement développe en quelque sorte cette compétence qui a été historiquement plus visible à travers les transports en commun, les bus, le TUT, on l'appelait comme ça historiquement à tiers. Et dès 2020 en fait il y a eu une évolution donc, qui porte sur l'évolution du territoire. Aujourd'hui le syndicat mixte c'est 30 communes de TDM et également 3 communes de la communauté de communes Entre-Dor et Allier. Donc ça veut dire que vous innovez, vous trouvez des solutions aux mobilités, des nouvelles solutions, vous écoutez les populations, oui. Les entreprises. On aura l'exemple d'une entreprise avec monsieur qui représente l'entreprise Wishart. Voilà, vous mettez tout ce beau monde autour de la table et vous imaginez des nouvelles solutions de mobilité. C'est ça. Donc on a effectivement déployé plutôt facilement le réseau de bus et aujourd'hui on travaille sur les autres mobilités. Donc les mobilités actives, c'est les déplacements à pied ou à vélo. Et donc là on va être clairement sur le cadre de vie puisque ça concerne des aménagements dans l'espace public pour pouvoir circuler, se déplacer à pied ou à vélo, stationner son vélo aussi, c'est important. Éclairer ma lanterne. Le vélo, je vois bien la nécessité d'avoir des pistes cyclables. En tant que piéton, je vois pas bien pourquoi il faudrait que le cadre de vie dans lequel je bouge à pied soit évolue. Des trottoirs un peu plus accessibles, des stationnements respectés et du coup un espace public libéré. Et notamment, je fais un petit clin d'œil au commerce, le stationnement par exemple devant les commerces cache le commerce, cache la vitrine. Donc du coup, c'est vraiment repenser ces espaces publics et rendre visibles en fait les logements et les commerces. Vous-même, en tant que technicienne, mais c'est au sens noble du terme, de ce travail, vous nourrissez intellectuellement comment pour avoir justement des solutions innovantes ? Alors, du coup, on est plusieurs AOM, comme on le dit dans notre jargon. Donc, ça veut dire, parce que sinon je vais organisatrice de la mobilité. Merci. Donc, on s'inspire beaucoup de ce qui s'est fait sur d'autres territoires. On expérimente beaucoup aussi. Donc, il y a un des objectifs d'ici 2026, c'est de parvenir à toute l'offre de mobilité qui a été envisagée. Ça veut dire que on lance une expérimentation, on n'est pas très satisfait, c'est pas grave, on passe à autre chose. Mais c'est ça, l'expérimentation. Et rajouter qu'il y a quand même une petite étape, c'est qu'on écoute un peu les besoins. On écoute ce que disent les entreprises, on écoute ce que disent les salariés. Et puis, on parlait d'espace public tout à l'heure. Le piéton que vous êtes, Marc-Alexis, on dit il faut que le trottoir soit un peu plus large, mais il faut déjà qu'il y ait un trottoir. Oui. Il faut peut-être réfléchir. On a créé, si on devait imaginer nos territoires en page blanche, tout ce qu'on a fait depuis un siècle, admettons, c'est qu'on a créé des voiries pour les voitures. Et si on devait aujourd'hui, avec les besoins évoqués par les citoyennes et les citoyens, en sachant qu'on nous dit, à un moment où on a régressé dans nos pratiques physiques, qu'il faut faire entre 5 et 10 000 pas par jour, que c'est bon pour la santé. Donc où est-ce qu'on peut marcher ? Est-ce qu'on ne peut pas, entre deux services publics, créer une voie piétonne ? On parle souvent des traboules à Lyon, des petits chemins de traverse à la campagne. Et bref, on se rend compte que ça aussi, on va pas faire des centaines de kilomètres, mais des fois, avec un peu d'imagination, notamment quand on crée un service public, quand on crée un aménagement public, comment on peut, je pense au centre aquatique que Thiernois et Montagne a construit sur la base de loisirs d'Iloa. Et où nous étions il y a un an. Voilà. On n'a pas fait beaucoup de stationnement à côté même du centre aquatique volontairement. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de 1000 places de stationnement sur le centre, la base de loisirs elle-même, et que pour connecter ces stationnements du centre aquatique, il y a 150 à 200 mètres. Et on a créé une petite voie pour remonter depuis le stationnement d'Iloa
le stationnement historique jusqu'au centre aquatique. On n'a peut-être pas assez communiqué là-dessus pour le faire savoir, mais garer sa voiture à 200 mètres de l'équipement et marcher sur 200 mètres, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le bilan carbone. On peut admirer les paysages parce qu'ils sont beaux. Ben voilà, on s'émerveille un peu plus. Pardon, j'ai fait une réponse un peu longue. Non, mais elle est très importante. Et puis elle illustre elle illustre le propos d'Émilie Grill. Passez le micro à Maxime Gaillard, qui est bien sûr un de vos collègues. Et lui, Maxime, est animateur des plans de mobilité employeur. Alors la question... La dimension de l'entreprise quand on parle de mobilité, c'est quelque chose de plus en plus fondamental aujourd'hui. J'ai lu pas plus tard qu'hier une étude qui dit que 30% des salariés qui entrent dans les entreprises, choisissent leur entreprise en fonction des questions de mobilité pour venir dans l'entreprise, mais aussi ce que l'entreprise propose elle-même en lien avec le bilan carbone. C'est incroyable ça. C'est incroyable, mais c'est bien ça, oui. On voit que une entreprise bien desservie par des offres de mobilité va attirer plus facilement des nouveaux salariés. En fait, c'est vraiment... Est-ce que toutes les entreprises y sont sensibles ? De plus en plus. Elles se rendent compte petit à petit que plus l'offre est présente sur le territoire, plus l'accessibilité et les nouveaux salariés vont arriver facilement. En fait, on verra tout à l'heure avec... mais voyons-le tout de suite. Je vais encore faire mon naïf, mais c'est comme ça. On m'aime bien ainsi. Autant je vois bien la fonction d'Émilie Grill, autant la vôtre, j'ai du mal. C'est pas étonnant. En fait, c'est tout simple. Moi, mon objectif, c'est d'accompagner les structures, les employeurs du territoire en leur proposant des solutions de mobilité. On les accompagne comment ? Déjà en rencontrant le référent mobilité de la structure. Ensuite, on planifie des interventions en entreprise pour aller à la rencontre de chaque salarié. Et en fait, on va mettre en face, par exemple, le lieu d'habitation du salarié et les offres disponibles sur le territoire. Et là, en fait, on va se rendre compte qu'il y a d'autres possibilités qui ne sont pas forcément à la connaissance du salarié actuellement, mais qui existent déjà. Et en fait, le pas, c'est une toute petite marche à franchir, elle n'est pas si grande. Et le fait de proposer cet essai, parce que ça peut être un essai juste une fois par semaine ou lors d'un challenge, essayer de ne pas utiliser la voiture. Vous êtes notre Waze humain. À peu près. Quelque part. On est vraiment au cœur de l'humain aujourd'hui dans cette émission, alors qu'on parlait cadre de vie au démarrage. Maxime, ce dont vous parlez, vous l'avez testé avec l'entreprise Wishart ? Alors moi je suis arrivé au sein de SMTUT il y a peu de temps, donc là pour l'instant je rencontre les référents mobilité et je vais mettre en place très prochainement des actions. Alors je vais poser la question différemment à Robin Lamarque de l'entreprise Wishart qui s'occupe, je crois que vous êtes référent qualité, oui, c'est ça, donc ça c'est très important. Sécurité, environnement, tout ce qui va bien. et qui vous donne plein de choses intéressantes à gérer. Oui. Pourquoi vous préoccupez des mobilités, vous, pour vos salariés ou vos collaborateurs ? Étant donné que l'entreprise Wishart est dans une démarche RSE, responsabilité sociétale des entreprises, on a une partie, tout ce qui est carbone, tout ça. Donc du coup, on a besoin de développer des énergies non fossiles, comme les vélos, la marche à pied, mais aussi les voitures électriques, par exemple. Et ça, est-ce que ce sont des préoccupations liées à la direction, à vous, ou est-ce que c'est vraiment des préoccupations des salariés ? Alors, c'est des préoccupations au départ direction, mais après qu'on essaye de développer sur les salariés, et les salariés, eux, on prenne déjà leur disposition en faisant du covoiturage, par exemple, au départ. Après, la direction essaye d'apporter de nouvelles solutions, et il y a même, Terre Dorée Montagne qui apporte des solutions comme le vélo électrique. Vélo électrique, on envoie une photo à l'instant. Merci William Roux qui réalise l'émission, d'ailleurs ça me permet de le remercier, de nous projeter cette image. Et puis vous avez misé aussi sur le véhicule électrique avec des bornes électriques. Oui, on a installé des bornes électriques maintenant il y a 2 ans et demi. Donc d'abord c'est des bornes électriques pour les véhicules électriques de l'entreprise
qu'on recharge. Donc on a 2 sites, donc on peut les recharger sur les 2 sites. Et après, on les donne gratuitement à nos salariés pour qu'ils puissent recharger leur propre voiture électrique, s'ils en ont une. J'osais pas poser la question, mais je la pose. Je la pose au président, je la pose à Émilie, je la pose à Maxime. Ce qui vient d'être dit est fondamental, je crois, dans la nouvelle approche de l'entreprise. C'est un cadeau que fait l'entreprise à ses salariés. Alors bientôt, ça va être taxé par les impôts, mais ça, c'est autre chose. Mais concrètement, ça, c'est une évolution en lien avec justement la fameuse RSE. Oui, puis ça donne aussi à l'entreprise un poids supplémentaire pour attirer des nouveaux talents, en fait. Savoir que sur le parking de son lieu de travail, on peut recharger sa voiture électrique. Et que l'énergie nous est offerte ? L'énergie offerte. Pour des personnes qui, par exemple, souhaiteraient passer à la voiture électrique, mais qui n'auraient pas la possibilité chez eux de charger puisqu'ils habitent en centre-ville, en centre-bourg, voilà, ils ont la possibilité de charger sur le lieu de travail et ça peut les débloquer justement sur ce changement de mobilité. Tony Bernard, là, la force publique ou la force politique peut y donner de nouvelles orientations, même justement à la dimension RSE des entreprises ? On est sur des phases de transition. Les transitions les transitions ont besoin d'être accompagnées. On passe pas du tout thermique au tout électrique ou du tout polluant au tout vertueux, parce qu'il y a plein de façons de moins polluer, il n'y en a pas qu'une. Aller à pied, aller à vélo, ça pollue beaucoup moins. Donc ces transitions, elles ont besoin d'être accompagnées, parce qu'on ne passe pas d'un modèle économique dominant à un autre modèle économique dominant sans accompagner cette phase de transition, y compris financièrement. Ensuite, Maxime l'a très bien dit, j'aime bien moi associer les dimensions écologiques et les dimensions sociales. Les entreprises ont besoin de recruter. Le secteur public, pareil. On est tous confrontés à une pyramide des âges qui fait que le baby-boom est en train de partir à la retraite. Donc, il y a un souci d'attractivité. Et si, au-delà d'avoir la conscience écologique très développée, on peut dire tout simplement que le pouvoir d'achat et ce que les entreprises peuvent faire pour diminuer la facture énergétique, la facture mobilité des salariés, c'est un plus, et que celles et ceux qui l'ont compris ont une longueur d'avance, et puis ce qui fait que ça va embarquer tout le monde, parce que c'est le sens de l'histoire. Une dernière question avec vous, Émilie. En fait, c'est la question du choix de vie, au-delà de l'argent, ou du cadeau qu'on peut nous faire. C'est vraiment un choix de vie, aujourd'hui, la mobilité. C'est un choix de vie, mais c'est aussi une nécessité. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de toutes les solutions, mais on a une partie de transport scolaire, donc il est important que les enfants puissent être accompagnés pour aller à l'école. On accompagne aussi des apprentis pour la mobilité. Donc, les apprentis n'ont pas toujours le permis, donc sont parfois mineurs. Et ce service, en fait, est proposé donc, dans le cadre d'un transport à la demande pour leur permettre de réaliser leur parcours de formation, du stage à l'entreprise. On a aujourd'hui des entreprises qui peuvent être isolées, qui ne sont pas desservies par des transports en commun, donc ce service est disponible. On a également le CFAI de Cournon qui est très sollicité par les entreprises du territoire, mais le CFAI de Cournon n'est pas aussi accessible que ça. Donc c'est vraiment à chaque fois, quand on parlait tout à l'heure d'expérimentation, très typiquement cette expérimentation, elle a démarré en 2018 et aujourd'hui on a chaque année une vingtaine de jeunes qui sont accompagnés. Pour les personnes plus âgées ou plus en situation de difficultés physiques, vous avez aussi des solutions ? Oui, alors plus âgées et puis plus éloignées peut-être des centres urbains et d'une offre de transport en commun. On a du transport à la demande aussi, qui permet de se rendre sur le pôle de proximité, donc pour des dimensions commerciales ou de services. On dessert également l'hôpital, puisque voilà, l'hôpital est un service public qui est très sollicité. Il y a de moins en moins de prise en charge de déplacements de santé. Donc ce service, il est disponible pour toutes les communes du territoire. Et voilà. Tout ça se fait avec une véritable réflexion humaine. Oui. Ça sera un petit peu le mot de la fin. Le cadre de vie, Tony Bernard, c'était bien d'en parler, je crois. Il y a beaucoup de choses dedans. Et il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de remue-ménage. Ça montre que le territoire est fécond et qu'il sait aussi mobiliser tous les leviers, y compris les financements nationaux et européens, puisqu'on n'est pas loin d'une élection européenne. Merci beaucoup Tony Bernard, merci à tous nos invités d'être venus dans cette émission.
avec autour de la communauté de communes tiers d'Ore-Montagne. Je vais appeler l'ensemble de nos intervenants, de nos témoins à nous rejoindre. Tous ceux qui se sont exprimés, rejoignez-nous du côté de Tony Bernard, du côté de Maxime. Oui, je me doutais que Maxime il allait se mettre un petit peu derrière. Approchez-vous. Merci Paul. Voilà, on va faire une jolie photo. Je remercie William Roux d'avoir réalisé techniquement cette émission. Puis bien sûr, un merci particulier à Karine Méchin qui prépare, qui aide à l'organisation de toutes ces émissions et qui est en train de nous prendre une jolie photo qu'on va vous mettre sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous likez, c'est mieux. Vous commentez, c'est bien. Vous partagez, c'est super. À bientôt.